Christian, tu me poses une question. Le Congo semble avoir acquis une réputation de médiation internationale réputée et reconnue par la communauté internationale. Christian, je te pose une question. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud, tous ces pays ont pris position, ont condamné cette agression du Rwanda. Quelle est la position du gouvernement congolais? La RDC, c'est notre voisin immédiat. Je rappelle certaines de tes déclarations quand tu dis que lorsque la maison du voisin brûle, ben, il faut apporter de l'eau pour éteindre l'incendie. Est-ce que notre attitude, ne serait-ce qu'en termes de bon voisinage aujourd'hui, est une attitude acceptable? Je dis non. Or, il se trouve que ces 5 autorisations d'occuper les réserves foncières sont tombées, comme qui dirait, dans la caducité et ne devaient pas être renouvelées. Et moi, je reviens sur ma question. Qu'est-ce qui permet à Mutinda Chaka, c'est-à-dire l'ambassadeur rwandais en fin de mission, de déclarer à la télé qu'ils vont démarrer la culture du ricin, alors que tout est tombé? Donc, ils n'ont plus d'espace au Congo en réalité, ils n'ont plus de terre. Mais Christian, comme je t'ai dit, l'ambassadeur rwandais parle le 15 janvier. Il confirme ce que le Premier ministre a dit, parce que le 2 décembre, l'ambassadeur rwandais dit qu'on va lancer la culture du ricin le 15 janvier. Ça veut dire qu'à la date du 8 décembre 2024, il n'y avait effectivement aucune activité. Et c'est là où il a parlé la notion de parrainage du Rwanda sur le Congo, où le Rwanda estime s'attribuer un certain nombre de choses, même sans l'avis du gouvernement congolais. Et c'est là le problème de fond, lorsque nous disons qu'il y a un agenda caché dans oui, mais Clément Mirassa, et là, on est en train maintenant d'aller finalement vers un conflit, parce que si le gouvernement congolais n'est pas assez clair sur l'affaire et dit aux Congolais que ces autorisations normalement sont tombées, donc la caducité, depuis le 8 décembre 2024, et qu'ils n'ont pas, je ne sais pas, peut-être au niveau du journal officiel, ils n'ont pas affiché, ils n'ont pas envoyé peut-être des autorisations express d'occuper pour ces 5. Bon, les autorisations, les autorisations express d'occuper sont le fait d'un décret. Et nous n'avons pas suivi qu'il y a eu un décret qui a renouvelé l'accord. Dans tous les cas, le constat a déjà été fait. Ça serait de la complaisance que le Congo, puisque le Premier ministre lui-même a constaté que c'est un cas de sous-location. Et que c'est avec voilà, alors donc si tout s'est annulé, ça veut dire que les Rwandais n'ont plus de terre au Congo-Brazzaville, contrairement à ce qu'ils disaient dans leur reportage. Or, Mutinda Chaka, qui représente le Rwanda au Congo, vient déclarer à la télé que nous allons démarrer la culture du ricin. Voilà, il y a déjà là 200 cloches entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Ils ne parlent pas le même langage. Et là, ça risque de créer évidemment un contentieux. Non, tu reviens au problème que nous avons déjà posé, Christian. Lorsqu'il s'agit des 980 km², ou même lorsqu'il s'agit des titres fonciers, la question qu'on s'est posée, elle est simple. Qui du Congo et du Rwanda ment? Parce que dans cette coopération, il y a des gens qui mentent. Oui, mais là, on est sur les faits, là. Dans le cas d'espèce, en matière de droit, les faits parlent, les actes sont là. Logiquement, que ce soit en termes d'autorisation express d'occuper, que ce soit en termes d'autorisation provisoire d'occuper, le Rwanda n'a plus. Tout ça doit être révoqué. Tout ça doit être révoqué. Mais il faut que le gouvernement congolais s'exprime sur la question. Et c'est pour ça que nous voulons attirer l'attention. Parce que quand l'ambassadeur parle, il parle d'Aubéville. Mais Aubéville, c'est dans le département de la Bouenza. C'est au niveau de Madingou. Donc, là-bas, ils n'ont plus de terre. Il faut que les populations de Madingou sachent, tout comme nous avons sensibilisé celles du district de Yamba, que les VECO n'a plus droit, etc. Maintenant, les affaires ENI, Rwanda, et, je ne sais pas, Mansefil ou quoi, ça aussi, c'est terminé. Les autorisations sont révoquées. Et c'est au Premier ministre, c'est le gouvernement de Pauline Makosso qui doit prendre les dispositions. Mais Christian, pose-toi la question. Mais pourquoi le Premier ministre est silencieux depuis le 8 décembre 2024?
Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Très heureux de vous retrouver pour ce numéro Droit de savoir en compagnie de Clément Mirassa, économiste, statisticien, ancien ministre du Commerce, ancien ministre du Développement industriel, président du PSDC, avec qui nous allons tenter d'évoquer la situation sécuritaire en RDC, les implications que cela pourrait avoir sur le Congo-Brazzaville, non sans revenir sur les accords illégaux et controversés de cession des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda. Le point de presse donné par le conseiller de l'ombre de Denis Sassou Nguesso, Dominique Basseila, et le meeting du PCT le mercredi 5 février 2025 seront également au rendez-vous. À la fin de cette interview, mesdames, messieurs, nous vous proposerons le témoignage de Jean-Pierre Mumba-Etumba sur l'origine du génocide à l'est de la RDC qui serait la conséquence des accords de cession des terres de la République démocratique du Congo, allais-je dire. Voilà pour l'ossature de cet échange avec Clément Mirassa. Bonjour Clément, j'espère que vous allez bien. Bonjour Christian, je vais bien, puis c'est un plaisir pour moi de me retrouver encore une fois avec toi dans le cadre de l'émission Droit de savoir. Un plaisir partagé. Clément Mirassa. Alors, les tirs résonnaient encore mardi 28 janvier 2025 dans certains quartiers de Goma, grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo, la RDC, par ailleurs. À Kinshasa, vous le savez aussi, plusieurs ambassades, dont celle du Rwanda, de la France, de la Belgique, des États-Unis, du Kenya, ainsi que celle du Congo-Brazzaville, ont été attaquées par des manifestants pour dénoncer la guerre dans l'Est de la RDC. Comment comprendre cet acte d'agression de l'ambassade? Je préfère m'intéresser à notre ambassade, l'ambassade de la République du Congo. Merci pour ta question, Christian. Je dois dire que les populations de l'Est de la République démocratique du Congo souffrent depuis près de 30 ans. Et le bilan se compte en des millions de morts. C'est pour ça que je commencerai par avoir une pensée pieuse, noble, pour les victimes, les nombreuses victimes de cette situation, de ce que je considère comme une agression, pas seulement moi. Aujourd'hui, au niveau de la communauté internationale, c'est considéré comme une agression. Et je pense que nous suivons au niveau de Brazzaville la situation de très près. J'ai également une pensée pour ces nombreux déplacés qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, dans des camps vraiment où les conditions de vie ne sont pas acceptables. Mais notre souhait, mais on va y revenir plus en détail, c'est vraiment qu'on retrouve la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Maintenant, par rapport à la question que tu poses, je dois dire que au niveau du Congo-Brazzaville, nous avons suivi et nous sommes toujours dans ce débat qui est controversé sur la vente des terres, la cession des terres, la vente. Sinon, un certain nombre d'accords qui ont été signés en 2021, en 2022 avec le Rwanda, pour lesquels les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, se sont levés, ont donné leur point de vue, ont fait des manifestations à Paris, en Afrique du Sud, etc., pour dire non à la vente de nos terres, non à la cession de nos terres sous quelque forme que ce soit au Rwanda, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. C'est pour ça que nous revenons, mais nous tenons à préciser, Christian, dans le cadre de ce débat, que très tôt, nous avons pris position et nous avions pensé que les terres congolaises ne devaient pas servir au Rwanda pour se procurer des ressources financières qui devraient lui permettre de continuer la guerre à l'est de la République démocratique du Congo et à perpétuer les massacres. Nous avons essayé de visionner. Nous avons été surpris quand nous nous sommes exprimés auprès de nos gouvernants sur le fait que les sites choisis pour installer les Rwandais se situaient pratiquement exclusivement dans la partie sud du Congo qui ne compte que 160 000 km² sur les 342 000 km². Ensuite, nous étions préoccupés parce que, d'après les témoignages que nous avons eus, le Rwanda ne faisait pas partie du top 10 des pays agricoles africains et le Rwanda n'a aucune expérience avérée en matière de culture du raisin. Donc, il y a eu beaucoup Clément Mirassa, tout à l'heure, on va revenir sur cet aspect
paix des accords illégaux et controversés de cession de terre du Congo au Rwanda, notamment les zones qui ont été cédées, vous avez déjà amorcé tout à l'heure. Il y a aussi Maluku qui est presque en face de Kinshasa. Mais revenons, restons un peu en RDC parce que finalement la communauté internationale a bien indexé, a condamné le Rwanda. Nous avons aussi suivi la France, la Grande-Bretagne qui menace d'ailleurs. Et ce qui était un peu, bon voilà, jusque-là, on se posait la question quelle était réellement la posture de la France, de la Grande-Bretagne et peut-être aussi de la Belgique. La crise dans l'est de la RDC retentit jusque dans les couloirs de l'ONU. Le Conseil de sécurité condamne le mépris éhonté de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Mais contrairement au secrétaire général de l'ONU, il n'évoque pas nommément le Rwanda, accusé pourtant de déployer des troupes aux côtés des rebelles du M23. Un peu plus tôt, la ministre des Affaires étrangères de la RDC avait demandé des sanctions contre Kigali. Une attaque d'une gravité inouïe se déroule sous les yeux du monde. De nouvelles troupes rwandaises ont franchi les bornes 12 et 13 du poste frontalier séparant Goma de Gisenyi, pénétrant sur notre territoire en plein jour, dans une violation ouverte et délibérée de notre souveraineté nationale. Le ministère congolais des Affaires étrangères a rompu les liens diplomatiques avec Kigali et a retiré tout le personnel diplomatique du pays. Les appels à la fin des combats se multiplient, que ce soit depuis Londres ou Washington, de la part de l'Union européenne ou encore de l'Union africaine. La France, de son côté, estime que le Conseil de sécurité doit adopter une approche plus ferme à l'égard du Rwanda. La France appelle le M23 et le Rwanda à cesser cette offensive. Elle appelle le Rwanda à quitter le territoire de la République démocratique du Congo. Elle réaffirme son plein soutien à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Elle appelle à une reprise des processus de paix, celui de Luanda, celui de Nairobi. 13 soldats de la MONUSCO, la force de maintien de la paix de l'ONU en RDC, ont été tués ces derniers jours lors d'affrontements avec les rebelles du groupe M23. Les Nations Unies comptent environ 14 000 casques bleus sur le terrain. Mais curieusement, au niveau du Brazzaville, c'est le silence. Cela ne nous surprend pas. D'abord, je dois dire, Christian, que pour ce qui se passe à Goma, nous n'avons pas été surpris. Depuis décembre, il y a eu un balai diplomatique extrêmement important à Brazzaville. Le 21 décembre, il y a le président Félix Tshisekedi qui est venu échanger avec le président Denis Sassou Nguesso. D'après ce que les médias ont rapporté, c'était exclusivement sur la situation préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo. Le 11 janvier, ça a été le tour du président angolais, Lorenzo, qui est venu et qui se sont également penchés sur cette situation. Et nous avons été surpris par rapport au débat que nous avions, parce que le 15 janvier, c'est l'ambassadeur rwandais qui est apparu à la télévision congolaise, après avoir été reçu par le président de la République, pour être heureux, pratiquement avec arrogance, de l'excellence des rapports, des relations entre le Congo et le Rwanda, mais nous allons y revenir. Et par la suite, autour du 25 janvier, ça a été le tour du ministre angolais des relations extérieures. Donc, nous avons vu l'affaire venir. Maintenant, sur ce que tu évoques, mais le Congo est silencieux. Ce n'est pas la première fois. Nous avons déjà dénoncé en son temps l'arrogance avec laquelle le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ainsi que l'ambassadeur rwandais à Brazzaville, avaient parlé avec arrogance au niveau de Brazzaville, prétendant même faire de la pédagogie au niveau du Congo. Et suite à ça, la société civile a saisi le ministre congolais des Affaires étrangères, de la francophonie des étrangers, des Congolais de l'étranger, pour que l'ambassadeur soit déclaré persona non grata. Absolument rien ne s'est passé. Absolument rien ne s'est passé. Et là où mais comment est-ce qu'on peut interpréter ce silence finalement? Ça brûle quand même chez le voisin, et c'est le voisin immédiat. Nous savons que lorsqu'il y a des soucis à Kinshasa, ils viennent parfois se réfugier à Brazzaville. À Brazzaville, quand il y a des soucis, nous allons nous réfugier à Kinshasa. Comment expliquer ce silence où chez l'autre ça brûle, et puis bon, on est là, silencieux, on ne dit mot?
Mais le silence, il s'explique par ces accords dans lesquels nous avons toujours dénoncé un agenda caché. N'oublie pas, Christian, qu'avant que l'affaire de Goma se déclenche, il y a eu une curieuse affaire de la présence de 9000 Koulouna, soi-disant, qui se seraient retrouvés dans les départements du Niari et de la Bouenza. Et les Congolais se sont demandé comment ils se sont retrouvés. Mais quand nous avons suivi les vidéos qui ont été réalisées par les citoyens de la RDC, ils ont dénoncé une infiltration qui tentait d'aller au niveau de l'Ououz dans le Bas-Congo pour lancer une rébellion, pour relancer encore une agression. Donc, je pense que à partir des accords qui ont été signés entre le Rwanda et le Congo, ben, nos gouvernants se sentent fortement liés. Ils ont fait le choix. D'ailleurs, nous l'avons constaté, nous l'avons dit, que si les Congolais ont été clairs dans leur position, les gouvernants, je tiens à indiquer aux téléspectateurs, que dans l'interview qu'il a accordée à Jeune Afrique, dans le numéro 3140 de septembre, mais le président parlait d'une polémique politicienne, une rwandophobie. Et dans le message sur l'état de la nation, il a dit que les terres au Congo, c'est que tout ce qui se faisait était conforme à la législation congolaise et que tout étranger, tout Congolais qui voulait faire de l'agriculture pouvait se voir attribuer des terres. Donc, il y a un choix délibéré qui a été fait. Et évidemment, Clément, manipulation, polémique, c'est ce qu'ils ont dit. Tout était fait dans les règles de l'art. Et ça aussi, on a lu ça sur la lettre que Anatole Koliné-Makosso vous a adressée. Alors, venons-en, puisque c'est l'ambassadeur rwandais Théoneste Mutinda Chaka qui finalement a relancé le débat ou le dossier en donnant l'information qu'ils se sont accordés pour la culture du ricin au Congo-Brazzaville. Alors là, ça interroge. Parce que la première question, c'est de savoir où vont-ils planter ce ricin, d'autant plus que, vous le savez, comme tout le monde, Anatole Koliné-Makosso avait annoncé le non-renouvellement des autorisations provisoires d'occuper les réserves foncières de l'État sur les 5 autorisations, et aussi l'autorisation express de 20 ans serait ou devrait être retirée à l'échéance, je crois, du 8 décembre, c'est ça, à date échue, 8 décembre 2024. Nous sommes aujourd'hui le 1er février 2025. Alors, le gouvernement ne se prononce pas, ne communique pas sur le retrait ou l'annulation, ou je ne sais pas comment appeler ça, la fin de ces autorisations. Et curieusement, c'est l'ambassadeur rwandais qui vient informer les Congolais pour dire « on s'est accordé pour la culture du ricin ». Je crois qu'il y a un petit souci là. Cet élément, Christian, fait apparaître que le Congo est pratiquement sous le parrainage du Rwanda. Je rappelle quelques faits pour que les Congolais et les téléspectateurs soient bien édifiés. Je rappelle que le 27 juillet 2021, ce même ambassadeur avait rencontré le ministre congolais chargé des affaires foncières pour qu'on lui attribue les titres fonciers des terres que le gouvernement congolais avait donné à l'État rwandais dans le cadre de la coopération sud-sud. Ça a été rapporté par les médias et les médias ont dit clairement que le ministre congolais avait pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour que ces titres lui soient remis dans les délais convenus. Ça, c'est le premier fait. Mais qu'est-ce que tu as constaté? Les gouvernants congolais ont toujours nié. Le deuxième fait, avant qu'on arrive au fait que tu as évoqué, le deuxième fait que nous évoquons, mais c'est la vidéo qui est passée sur la télévision nationale rwandaise le 30 mars 2024, dans laquelle on déclare clairement qu'une délégation des membres du secteur privé rwandais se sont rendus à Brazzaville et ont découvert 2 sites de terrain dont la superficie cumulée faisait 980 km², mais ils étaient très heureux pour la fertilité des terres et que les dispositions étaient en train d'être prises. Mais les gouvernants ont dit quoi? Ils ont nié. Ça veut dire quoi? Il apparaît que le Congo est placé, en ce qui concerne les analyses, sous le parrainage du Rwanda. Maintenant, pour ce que vous dites,
le Premier ministre Anatole Poliné Makosso, et moi j'ai ici le tableau. J'ai le tableau qu'il a, c'est le Premier ministre Anatole Poliné Makosso qui a dressé ce tableau. Parce qu'il nous a envoyé, nous qui n'étions pas favorables, qui avons exprimé la position congolaise, il nous a envoyé un bulletin, et dans ce bulletin, il y a ça. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Et le Premier ministre lui-même a déclaré dans une vidéo qui est passée à plusieurs reprises que ces autorisations ne sont valables que jusqu'au 8 décembre 2024. Et que lorsqu'il faisait sa tournée, il a constaté que sur les espaces concernés, rien n'était fait. Et qu'il a annoncé aux Congolais que ces autorisations provisoires d'occuper seront frappées de caducité. Mais qu'est-ce qui se passe? Regarde la ruse, Christian. Du 8 décembre jusqu'au 15 janvier, le gouvernement ne fait rien. Et le 15 janvier, après l'interprétation que nous faisons, puisque le Premier ministre Poliné Makosso nous a dit que l'administration est écrite, c'est l'ambassadeur rwandais qui vient pour dire. Donc, après que les fameuses autorisations aient été déclarées caduques, il vient pour dire que nous allons lancer la culture du ricin sur 3000 hectares. Oui, mais ça veut dire que le Congo est en fait. Pour Poliné Makosso, et comme vous l'avez déjà dit tout à l'heure, c'est qu'au 8 décembre 2024, l'affaire serait close. C'est ce qu'il avait écrit, parce que pour lui, les autorisations ne pouvaient pas être renouvelées pour les raisons que vous venez d'évoquer. Et là, vous dites le 15, vous vous rappelez, le 15 janvier, c'est Théoneste Mutinda Chaka qui vient surprendre les Congolais. Avant de continuer, je vais proposer un reportage de TV5, évidemment, qui résume d'abord l'affaire dès le début. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision. Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. Deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit, inquiète fortement les populations, notamment celles des départements cités, Poul, Bwenza, Kwilu, Nyari. Tout démarre d'un rapprochement entre Congo et Rwanda avec ces rencontres entre les présidents Sassou et Kagame en 2022. Des accords cadres sont signés, tels que celui-ci. Il prévoit la possibilité de réaliser des contrats entre les deux pays. Celui-ci a été signé entre les deux ministres de la coopération internationale. L'exploitation de terres serait donc le premier cas concret. Scandale sur place, les agriculteurs locaux ne veulent pas céder leurs parcelles au Rwanda. Nous ne sommes pas satisfaits. Si cette compagnie qui a envie de venir, c'est une compagnie rwandaise, ou pas? Si c'est une compagnie rwandaise, on ne peut pas accepter. L'inquiétude grandit au point que les ministres se déplacent dans les émissions de télévision pour tenter des explications. Le chef du gouvernement lui-même se rend sur le terrain avec la presse. L'objectif est tout simplement de contrer l'idée que le Rwanda possède une partie du Congo. À quel moment aurions-nous signé des actes de cession ou de vente? On a beau expliquer, il n'en a pas été le cas. Tout le monde a voulu se convaincre de ce que le gouvernement avait signé, des actes de cession des terres dans les départements du Poul, de la Bwenza, du Nyari. On a produit des documents. Preuve à l'appui. Personne n'a voulu voir. Le problème, c'est que la société civile et les opposants demandent à consulter ces documents, ces preuves, sans résultat. Le gouvernement communique simplement sur une location de 20 ans pour ces terres, sans autre précision, et des voix s'élèvent pour dénoncer des irrégularités légales. Le problème, ce n'est pas le Rwanda. Le problème, c'est la légalité. Lorsque nous parlons de ces accords et que nous ne voulons pas de ces accords, c'est parce que ces accords n'ont pas, juridiquement parlant, un fondement solide. Parce que si je demande au Premier ministre le retrait de ces actes réglementaires illégaux, c'est tout simplement parce qu'il y a des actes qui ont été pris par le gouvernement qui ne sont pas en conformité avec la loi.
À ce jour, au Congo, à notre connaissance, aucun contrat précisant les conditions d'exploitation des terres n'a été rendu public. Alors, il était donc question que ces autorisations soient retirées au 8 décembre 2024. On va revenir d'abord pour, bien sûr, l'intérêt de nos téléspectateurs. On va commencer par l'autorisation express. Vous avez fait état de cette autorisation express qui avait été, je crois, délivrée ou attribuée au Rwanda en 2022. C'est ce que j'ai cru comprendre. Pour une durée de 20 ans. On va revenir là-dessus. Et les conditions d'annulation ou de retrait de ces autorisations, ou de cette autorisation, spécifiquement, express, c'était quoi? Les conditions, c'était quoi? Parmi les conditions qui pouvaient évidemment entraîner le retrait ou l'annulation de ces autorisations. Bon, l'autorisation express d'occuper, qui est pour une durée de 20 ans, a été donnée conformément aux dispositions du décret numéro 2022-258 du 18 mai 2022. Mais par rapport à ce décret, il faut se référer à l'article 4 de ce décret. L'article 4 du décret dit ceci. L'autorisation express d'occuper prend fin. Il y a plusieurs conditions, mais je relève la condition qui nous intéresse. En cas de sous-location ou d'aliénation en tout ou partie de la propriété immobilière occupée. Et le Premier ministre Colline Makosso s'est rendu compte, lorsqu'il faisait sa tournée de communication avec le ministre Pierre Mabiala et le ministre Thierry Mungala, mais que les Rwandais avaient sous-loué cet espace à des compatriotes congolais. Et ça veut dire que rien que par là, par cet acte, l'autorisation normalement s'annulait, c'est ça? Non, Colline Makosso nous a adressé une lettre. Quand je dis nous, oui, voilà. On va l'afficher. Merci. Etc. Et quand on lit cette lettre, le Premier ministre nous dit bien, s'agissant de cette pièce, il dit bien que c'est retiré. Il dit bien que c'est annulé et que ça ne devrait plus. Oui, c'est le point 17, voilà. Le point 17 est clair de la correspondance qu'il nous a adressée. Il dit que le rapport attendu du ministère des Affaires foncières permettra de mettre fin à cette autorisation express. Et le débat sur cette occupation du ranch de Matsangi par la société Eleveco Congo pourra être considéré comme clos. Maintenant, il s'agit de poser la question. Est-ce que le ministre Pierre Mabiala a fait le rapport? Où en est? Mais le constat est déjà fait par le Premier ministre lui-même. De ce que oui, pendant que vous dites que le constat est fait, je vais donc inviter nos téléspectateurs à suivre ce reportage où Anatole Colline Makosso était sur le terrain, où il est allé constater d'ailleurs que finalement, la zone où les terres avaient été sous-louées à une coopérative animée par un compatriote congolais. Suivez. La visite des réserves foncières par le chef du gouvernement s'est poursuivie sur le site de Matsangi dans le district de Yamba, département de la Bouenza, exploité en ce moment par une coopérative qui développe la culture du maïs avec un peu plus de 110 employés animés par un Congolais avec l'appui de 3 ingénieurs de nationalité rwandaise. Nous sommes arrivés ici où la société avait déjà une autorisation express. Vous avez écouté les amis qui travaillent sur le site. Ils sont près de 110. Il y a 3 ressortissants rwandais qui avaient été amenés par la société pour faire les premiers travaux d'études de sol. Ces sites sont vides. Nous avons tous été, on a regardé qu'il n'y a ni sujet rwandais, ni équipement. Sans doute sont-ils encore en train de faire leurs études. Toujours est-il que, contrairement à ce qu'on nous a fait croire, que partout, il y a des sujets rwandais, vous n'en avez trouvé aucun. Ils continuent encore à faire leurs études. Nous sommes en juin, donc pour des autorisations provisoires qui avaient été délivrées en décembre 2022. En décembre 2024, ces autorisations provisoires seront devenues caduques. Les localités que nous avons visitées ont fait l'objet d'autorisations provisoires d'occuper
ou d'autorisation express d'occuper s'agissant de la localité de Massangi à Yamba. Et malgré ces autorisations provisoires ou express, aucune activité n'a été entreprise pour la mise en œuvre de ces autorisations provisoires. Si jusqu'au 8 décembre 2024, date d'expiration de ces autorisations, toutes ces diligences n'ont pas été accomplies, ces autorisations seront frappées de caducité. Les textes pourraient être remis en cause, non pas par xénophobie, non pas par rwandophobie, mais simplement au regard de l'application stricte des lois que nous avons. Alors, Clément Mirassa, puisque les terres ont été sous-louées, c'est une condition qui fait annuler, c'est-à-dire qui entraîne le retrait carrément de l'autorisation express d'occuper. Et vous avez dit, Pierre Mabiala devait faire un rapport, et vous vous êtes même posé la question de savoir s'il a fait le rapport. Alors, qu'est-ce qui peut donc aujourd'hui expliquer que cette autorisation express, restons d'abord sur l'autorisation express sur 20 ans, puisque c'est annulé, il y a eu sous-location. Qu'est-ce qui peut expliquer que Théoneste Mutindachaka vienne encore à la télé pour dire que non, c'est accordé pour la culture du Rissa, et probablement c'est dans la même zone, circonscrite bien sûr. Est-ce que c'est une façon de dire que finalement le Rwanda à un moment donné ne croit ou ne croyait plus ou ne croit plus au gouvernement congolais, et que le Rwanda a l'impression que le gouvernement congolais n'est pas transparent sur l'affaire, et que bon, voilà, il faut le mettre devant un fait accompli? Mais les choses sont claires. Colonel Makosso a dit que l'administration est écrite. Et nous avons la lettre que Colonel Makosso nous a adressée. S'agissant des autorisations provisoires d'occuper, Colonel Makosso est clair. Il dit ceci dans sa lettre, à la page 8. La visite de terrain effectuée par le Premier ministre, chef du gouvernement, ayant permis de constater qu'aucune activité de mise en valeur ou d'exploitation n'a été entreprise sur ces sites par les bénéficiaires. Ces autorisations provisoires ne pourront être renouvelées à l'échéance de la période de 2 ans et seront purement et simplement révoquées. C'est Colonel Makosso. Nous avons la lettre. Elle est signée par Colonel Makosso. Maintenant, pourquoi l'ambassadeur rwandais intervient? Mais c'est pour dire au gouvernement congolais, vous êtes sous notre parrainage, vous annoncez des décisions, certainement sans nous en informer, mais pour nous, nous ne considérons pas cette révocation, mais cette révocation, elle a déjà été constatée. Et Christian, je te répète et je le redis clairement, Colonel Makosso nous avait parlé du 2 décembre 2024. L'ambassadeur rwandais parle le 15 janvier 2025. Ça veut dire que même déjà le constat est fait le 8 décembre 2024 qu'il n'y a jamais eu la mise en valeur de quoi que ce soit. Donc, en ce qui concerne la caducité, que ce soit de l'autorisation express d'occuper de 20 ans, on n'avait pas beaucoup parlé de ça. Ça, c'est révolu. Donc, il faut que dans le district de Yamba, que les populations de Yamba sachent que l'Iveco Congo n'a plus droit et ne devrait plus avoir accès au ranch de Matsangi et que c'était... Évidemment, c'est ce que le gouvernement congolais n'a pas voulu communiquer. En réalité, ils ont eu probablement peur. Et c'est là où je disais finalement, les Rwandais ont compris ce petit jeu que joue Anatole Colonel Makosso, pour ne pas dire Sassou Nguesso et sa bande, qui ne sont pas clairs avec les Congolais, mais aussi pas assez clairs avec les Rwandais. Voilà pourquoi Théoneste Mutindachaka a pris la liberté d'annoncer un certain nombre de choses. Vous dites ici les autorisations provisoires normalement sont arrivées à Dasséchu et ne pouvaient pas être renouvelées parce qu'il n'y a pas eu d'activité convaincante, les expériences n'ont pas été concluantes. Et ici, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs les zones, évidemment, parce que les gens doivent veiller à cela. On nous parlait donc de Aubéville, Boma, Kisimba, district de Madingu dans le département de la Bwenza. Il y a aussi Soulou, district de Loudima, département de la Bwenza. Nous avons d'autres terres au niveau de Lac Bleu, c'est ça.
district de Louvakou, département du Niari. Dietio, district de Makabana, département du Niari. Et enfin, Kindamba, district de Kindamba, département du Poul. Ici, c'est 51 000 hectares qui ont été normalement cédés aux Rwandais. Or, il se trouve que ces 5 autorisations d'occuper les réserves foncières sont tombées, comme qui dirait, dans la caducité et ne devaient pas être renouvelées. Et moi, je reviens sur ma question. Qu'est-ce qui permet à Mutinda Chaka, c'est-à-dire l'ambassadeur rwandais en fin de mission, de déclarer à la télé qu'ils vont démarrer la culture du ricin, alors que tout est tombé? Donc, ils n'ont plus d'espace au Congo, en réalité, ils n'ont plus de terre. Mais, Christian, comme je t'ai dit, l'ambassadeur rwandais parle le 15 janvier. Il confirme ce que le Premier ministre a dit, parce que le 2 décembre, l'ambassadeur rwandais dit qu'on va lancer la culture du ricin le 15 janvier. Ça veut dire qu'à la date du 8 décembre 2024, il n'y avait effectivement aucune activité. Et c'est là où il a parlé la notion de parrainage du Rwanda sur le Congo, où le Rwanda estime s'attribuer un certain nombre de choses, même sans l'avis du gouvernement congolais. Et c'est là le problème de fond, lorsque nous disons qu'il y a un agenda caché dans oui, mais Clément Mirassa, et là, on est en train maintenant d'aller finalement vers un conflit, parce que si le gouvernement congolais n'est pas assez clair sur l'affaire et dit aux Congolais que ces autorisations normalement sont tombées, donc la caducité, depuis le 8 décembre 2024, et qu'ils n'ont pas, je ne sais pas, peut-être au niveau du journal officiel, ils n'ont pas affiché, ils n'ont pas envoyé peut-être des autorisations express d'occuper pour ces 5... Les autorisations, les autorisations express d'occuper sont de fait d'un décret. Et nous n'avons pas suivi qu'il y a eu un décret qui a renouvelé l'accord. Dans tous les cas, le constat a déjà été fait. Ça serait de la complaisance que le Congo, puisque le Premier ministre lui-même a constaté que c'est un cas de sous-location. Et que c'est voilà, alors donc si tout s'est annulé, ça veut dire que les Rwandais n'ont plus de terres au Congo-Brazzaville, contrairement à ce qu'ils disaient dans leur reportage. Or, Mutinda Chaka, qui représente le Rwanda au Congo, vient déclarer à la télé que nous allons démarrer la culture du ricin. Voilà, il y a déjà là 200 cloches entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Ils ne parlent pas le même langage. Et là, ça risque de créer évidemment un contentieux. Non, tu reviens au problème que nous avons déjà posé, Christian. Lorsqu'il s'agit des 980 km², ou même lorsqu'il s'agit des titres fonciers, la question qu'on s'est posée, elle est simple. Qui du Congo et du Rwanda ment? Parce que dans cette coopération, il y a des gens qui mentent. Oui, mais là, on est sur les faits, là. Dans le cas d'espèces, en matière de droit, les faits parlent, les actes sont là. Logiquement, que ce soit en termes d'autorisation express d'occuper, que ce soit en termes d'autorisation provisoire d'occuper, le Rwanda n'a plus. Tout ça doit être révoqué. Tout ça doit être révoqué. Mais il faut que le gouvernement congolais s'exprime sur la question. Et c'est pour ça que nous voulons attirer l'attention. Parce que quand l'ambassadeur parle, il parle d'Aubéville. Mais Aubéville, c'est dans le département de la Bwenza. C'est au niveau de Madingou. Donc, là-bas, ils n'ont plus de terre. Il faut que les populations de Madingou sachent, tout comme nous avons sensibilisé celles du district de Yamba, que les VECO n'a plus droit, etc. Maintenant, les affaires ENI, Rwanda, et, je ne sais pas, Mansefil ou quoi, ça aussi, c'est terminé. Les autorisations sont révoquées. Et c'est au Premier ministre, c'est le gouvernement de Pauline Makosso qui doit prendre les dispositions. Mais Christian, pose-toi la question. Mais pourquoi le Premier ministre est silencieux depuis le 8 décembre 2024? C'est un acte administratif. Il doit constater. Lui-même, il a déjà fait le constat. Nous avons la lettre, puisqu'il a dit que selon lui, l'administration est écrite. Elle est écrite, nous avons la lettre, nous avons le planning, sinon la programmation des autorisations. Donc, pour nous, cette question, elle devrait être considérée comme résolue et le Congo doit prendre les dispositions pour la révocation et la déclaration caduque de la caducité de tant du décret
qui avait été pris en 2022, je crois que c'est le décret 258, que des autorisations provisoires d'occuper qui ont été prises par les ministères chargés des affaires foncières. Le débat, il est clair maintenant. Les choses s'éclaircissent. Oui, mais très nous clair, rendons... très clair d'ailleurs, parce que Il y a toujours je vais juste rappeler à nos téléspectateurs, hein, je vais faire lecture du point 17, il est très important pour que les gens sachent où est-ce que le Congo est en train de se diriger, parce que c'est comme ça que naissent en fait les conflits, parce que voilà, le gouvernement congolais joue je ne sais à quel jeu, le Rwanda probablement a compris qu'il n'y a pas trop de sérieux avec ce gouvernement et prend donc voilà les choses en main, comme qui dirait ses responsabilités. Et c'est comme vous disiez tout à l'heure que finalement le Congo semble être désormais sous administration rwandaise. Et je vais d'abord lire le point 17 de la lettre qu'on vous avait donc adressée. Pour votre gouverne, les articles 25 du décret numéro 2021-671 du 31 décembre 2021 et 4 du décret 2022-258 du 18 mai 2022 fixe les cas dans lesquels prend fin l'autorisation expresse d'occuper. Ça, c'est Anatole Koliné-Makosso qui écrit, hein, et il faut que les gens le sachent. Il s'agit entre autres des cas de sous-location ou d'aliénation en tout ou partie de la propriété immobilière occupée. La condition, c'est d'ailleurs, il poursuit, c'est d'ailleurs ce qu'a constaté le gouvernement lors d'une descente de terrain organisée par le Premier ministre, chef du gouvernement, sur le site actuellement exploité par une coopérative dirigée par un compatriote. Les choses sont claires. En réalité, cette autorisation express est déjà tombée, ne peut pas faire l'objet de renouvellement. Et comment Théoneste Mutindachaka peut venir dire qu'ils vont y planter du ricin? Voilà la contradiction entre le Rwanda et le Congo. Je tenais à préciser cela parce que j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, il y a des Congolais qui prennent cette affaire-là, un peu à la légère, mais bon, vous aurez été prévenus. Pour les autres, les 5 autres autorisations provisoires cette fois-là, ça aussi c'est tombé parce que l'expérience ne s'est pas avérée concluante. Alors, Clément Mirassa, face à tout cela, vous au niveau de l'opposition, que comptez-vous faire concrètement? Parce que j'ai l'impression qu'ici, le gouvernement Anatole Koliné-Makosso, en fait, s'est essoufflé. Vous l'avez dit tout à l'heure, pourquoi il ne communique plus? Et parce que probablement qu'il se reproche de quelque chose, après avoir longtemps menti, voilà le mensonge qui les rattrape. Mais après, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque le Rwanda dit qu'ils vont planter du ricin. Il y a un aspect que tu n'abordes pas, Christian. Parce que l'ambassadeur a insisté sur le fait qu'il y allait avoir des recrutements des Congolais. Mais j'ai parlé d'une affaire un peu curieuse. La présence, soi-disant, de 9 000 ou de plus de 10 000 Koulouna dans les districts de la Bwenza et dans les départements de la Bwenza et dans celui du Niari. Mais à la faveur de cette affaire, Christian, qu'est-ce qui a apparu? Nous avons suivi les vidéos, particulièrement des jeunes du département du Niari, qui ont révélé que depuis 2020, il y a un trafic curieux qui se déroule, notamment dans le département du Niari, et que dans les forêts du district de Mungundu, il y a des villages où des étrangers sont installés et où, grâce à la complicité de l'administration, notamment des chefs de district et autres, on délivre des papiers, des actes de naissance et d'autres papiers à ces personnes qui changent de nom et qui prennent des noms congolais, ce qui veut dire que si les Congolais ne sont pas vigilants, les prétendus emplois créés, en fait, c'est de la farce. On va les attribuer à ces faux Congolais. On va les attribuer à ces faux Congolais que je suspecte et je soupçonne d'être des militaires et qui vont être installés à Madingu et dans des coins très, très sensibles, comme je vous ai dit, très proches du point de vue géopolitique et géostratégique des frontières du Congo avec la RDC et avec l'Angola. Et je crois que ça explique beaucoup de choses. Et j'ajoute ceci, Christian.
Nous, les Congolais, nous n'avons pas pu accorder beaucoup d'attention à ce que Laurent Sokoko nous a dit. Mais tout ce que nous vivons maintenant, Laurent Sokoko avait déjà attiré l'attention des Congolais sur tous ces phénomènes. Et c'est maintenant que les citoyens de la RDC ont réagi à travers les vidéos pour dire qu'en réalité, les fameux Koulouna n'étaient rien d'autre que des étrangers qui devaient aller à Luozi, dans le département du Bas-Congo, pour démarrer une rébellion, cette fois-ci non pas à l'est, mais à l'ouest, pour que la RDC soit encerclée avec une visée sur Kinshasa, ce qui est très grave. Ce qui est très grave, Christian. Oui, mais pourquoi le gouvernement congolais ne se prononce pas sur cette question des étrangers à Madingu? On parle quand même de 9000 sujets étrangers. Et là, selon les vidéos évidemment qui circulent, les témoignages font état de ce qu'on leur donne, ben voilà, la nationalité congolaise de Brazzaville. Et on sait comment ça se passe au Congo, ben voilà, ça se partage comme des bouts de pain, voilà, avec 1000 francs, 2000. On aura des faux Congolais de Brazzaville qui, dans 2 matins, vont se retrouver probablement dans, voilà. Christian, des situations, Christian, tu me poses une question. Le Congo semble avoir acquis une réputation de médiation internationale réputée et reconnue par la communauté internationale. Christian, je te pose une question. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud, tous ces pays ont pris position, ont condamné cette agression du Rwanda. Quelle est la position du gouvernement congolais? La RDC, c'est notre voisin immédiat. Je rappelle certaines de tes déclarations quand tu dis que lorsque la maison du voisin brûle, ben, il faut apporter de l'eau pour éteindre l'incendie. Est-ce que notre attitude, ne serait-ce qu'en termes de bon voisinage aujourd'hui, est une attitude acceptable? Je dis non. Et de l'autre côté de Kinshasa, on est en train de nous observer aussi, de regarder comment on se comporte. Non seulement qu'on nous observe, je te rappelle qu'il y a eu une époque où l'équipe congolaise de football a refusé d'aller jouer un match à Kinshasa. Et pour cause. C'est pour ça que lorsque nous condamnons l'acte qui a été posé par le fait qu'on a pratiquement saccagé notre ambassade, par le fait on s'est, semble-t-il, attaqué à la résidence de l'ambassadeur. Oui, ce qui est condamnable d'ailleurs. Non, c'est condamnable. Mais nous disons, et c'est là où nous adressons un message aux citoyens de la République démocratique du Congo. Il n'y a aucun problème entre les peuples de la République démocratique du Congo et le peuple du Congo. Le seul problème, c'est au niveau des gouvernants. Et le peuple congolais n'a rien à voir avec la signature de ces accords. Et les positions ont été clairement exprimées. C'est pour ça que lorsqu'on voit la situation de l'ambassadeur rwandais, moi, tu te poses des questions. Moi, je dis que l'ambassadeur rwandais, qui d'après certaines informations, était comme le coordonnateur de la présence, le coordonnateur de la présence rwandaise au Congo, dans un certain nombre de pays, RDC, certainement Angola et autres, mais à rappeler les gouvernants congolais à l'ordre pour dire vous avez pris des engagements, il faut que vous les respectez. Mais en ce qui nous concerne, par rapport aux documents et au fait que nous avons, et aux déclarations du Premier ministre et chef du gouvernement, nous considérons que l'autorisation express d'occuper de 20 ans doit être déclarée caduque, elle doit être révoquée, et nous considérons un décret. Ce n'est pas assez. Mais je n'ai regardé que depuis le 8 décembre 2024 au niveau du journal officiel. Je n'ai pas trouvé de traces de ce genre d'éléments. Mais il faut que le gouvernement s'active pour prendre ce genre d'éléments. Et donc, si cela n'existe pas au niveau du journal officiel, on peut considérer la déclaration de Théoneste Mutindashaka d'incendiaire. Non, elle est incendiaire. Oui, elle est incendiaire. Comment peut-on déclarer quelque chose qui n'existe pas? Mais elle est incendiaire. Et nous devons dire au Rwanda que pour les Congolais, nous répétons une nouvelle fois, tous ces au-delà
de l'aspect important de l'annulation de tous ces accords, etc. Mais pour ce qui est des autorisations expresses et provisoires d'occuper, les actes administratifs doivent être pris, ça doit être révoqué. Et nous avons les documents, pas n'importe quel document, les documents signés par le Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso. Nous les avons sous les yeux. D'ailleurs, Christian, je t'appelle pour ton information, puisque cette lettre nous a été envoyée, nous étions quatre parties. Nous allons, à l'issue de notre émission, nous allons mettre sur les réseaux sociaux et le tableau relatif aux autorisations express d'occuper et le tableau relatif aux autorisations provisoires d'occuper pour que les Congolais aient tous les éléments d'information et que l'on suive la situation avec grande attention. Voilà, alors, donc tout à l'heure, je venais de lire le point 17 sur l'autorisation express qui ne pouvait pas être renouvelée parce que sous-louée, voilà, à une autre entreprise, j'allais dire une coopérative animée par un compatriote. Et sur les autorisations provisoires, ça aussi vous l'avez expliqué, mais je préfère lire ce que, évidemment, Anatole Kouliné-Makosso avait écrit. Donc, sur les autorisations provisoires d'occuper, les réserves foncières de l'État, ces autorisations ne sauraient excéder 2 ans. La visite de terrain effectuée par le Premier ministre, chef du gouvernement, ayant permis de constater qu'aucune activité de mise en valeur ou d'exploitation n'a été entreprise sur ces sites par les bénéficiaires, donc les Rwandais. Ces autorisations provisoires ne pourront être renouvelées à l'échéance de la période de 2 ans et seront purement et simplement révoquées. Donc, le 8 décembre 2024. C'est pour dire que l'autorisation express a été révoquée. Les 5 autres autorisations provisoires ont été révoquées depuis le 8 décembre 2024. J'ai dit tout à l'heure, finalement, la déclaration de Mutinda Chaka est une déclaration incendiaire. Et là, on entre dans ce qu'on appellerait évidemment le contentieux. Les Rwandais n'ont plus de terres au Congo-Brazzaville et les Congolais devraient retenir cela. S'ils voient les Rwandais chez eux, ben, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Clément Mirassa, si on n'a plus rien à dire sur ce volet, on va passer au point de presse donné par... Non, je vais dire une chose. Il faut que nous prenions date. Nous allons, dans un délai raisonnable, adresser une correspondance au Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso pour porter à sa connaissance ces faits, pour lui renvoyer toute cette documentation et pour lui signifier que les Congolais attendent la révocation, sinon la caducité des documents qui attestent que ces aspects sont devenus caducs, ces autorisations, etc., sont devenues caduques, et que les Congolais ne veulent pas et n'ont jamais voulu ni de la vente, ni de la cession de leurs terres sous quelque forme que ce soit aux Rwandais. Bon, après, ils vont faire des acrobaties comme ils savent le faire. Ils peuvent pendre des textes comme ça et puis aller les déposer au journal officiel. Mais là, c'est aux Congolais de constater sur le marché. Je ne sais pas, vous qui êtes sur place, est-ce que vous avez vu des produits rwandais dans le marché congolais? Moi, je ne pense pas. Est-ce qu'il y a eu du riz, du maïs, voilà, du piment? On nous a promis des produits made in Congo qui vont sortir bientôt de Maluku. Mais sinon, sur les marchés, on ne voit pas les produits rwandais. Bon, en tout cas, surtout pas des produits qui proviennent de ces terres qui ont bénéficié d'autorisation provisoire d'occuper les réserves foncières. Clément Mirassa, on va donc parler du point de presse animé par un conseiller de l'ombre de Denis Sassou Nguesso, j'ai nommé Dominique Basseila, qui propose, bon, moi j'ai retenu 3 points, on en a déjà parlé avec un invité. Il s'agit donc de la création du poste de vice-présidence. Voilà, donc cela nécessitera nécessairement la révision de la Constitution du 25 octobre 2015. Dominique Basseila propose également un regroupement des partis en 3 blocs idéologiques, selon lui, gauche, droite, centre, si tant est que, voilà, ça existe au Congo-Brazzaville. On va donc commencer par, voilà, d'abord votre commentaire sur ce point de presse. Christian, je suis extrêmement préoccupé. D'abord, il faut que j'explique aux Congolais. Dominique Basseila est ministre délégué, il est responsable du comité ad hoc, chargé du suivi des recommandations
du dialogue national de Sibiti. Et il semble que ces missions ont été élargies aux concertations politiques de Brazzaville, d'Evo, etc. Mais ça ne l'intéressait pas, son champ d'action. La gouvernance électorale nous pose sérieusement de problèmes. Parce qu'en dépit de la tenue de plusieurs mascarades de concertation électorale, mais ça n'a jamais évolué. Et aujourd'hui, il y a un problème très profond, puisqu'il y a des rumeurs qui circulent, Christian. Je te le dis, parce qu'au Congo, ça commence toujours par la rumeur. On parle du vivre ensemble, il y a des réunions qui sont prévues ici et là pour parler du vivre ensemble. J'apprends qu'on projette la tenue d'un dialogue à un fondo pour des raisons que j'ignore. Mais en fait, la situation est laquelle, Christian? Le Parti congolais du travail et le président Denis Sassou Nguesso sont coincés. Ils sont coincés par quoi? Vous savez, lorsqu'on a mené la guerre du 5 juin 97, du 5 juin 97, mais on a été très dur à l'endroit du président Lissouba, critiquant le président Lissouba, non seulement pour sa gestion catastrophique et chaotique, mais on a critiqué le président Lissouba pour les violations répétées de la Constitution. Mais où en sommes-nous? Et le PCT, qui est sorti vainqueur de cet affrontement malheureux que nous regrettons tous, avec un bilan extrêmement lourd. Enfin, je dis le PCT, appuyé par l'armée angolaise, appuyé par un certain nombre de puissances. Tout le monde sait comment ça s'est passé. Ils sont revenus au pouvoir. Ils ont parlé d'une transition flexible de 3 ans. Ils en ont fait 5. On est parti aux élections générales. Et il a été dit, dans la Constitution du 20 janvier 2002, on a mis un article 48 qui dit que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique doit déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction et de la cessation de celle-ci. Et on a dit l'inobservation de cette disposition entraîne la décharge de cette fonction. Figure-toi, Christian, depuis 2002, aucun gouvernant n'a daigné déclarer son patrimoine conformément à la loi. Ça veut dire que le PCT et le président Denis Sassou Nguesso... Mais ils l'ont fait dernièrement, je crois que c'était en 2000. Je vais parler de ça. Ils sont en flagrant. Ce qui s'est fait en 2021, je le dis et je répète, ça s'est fait sans être conforme à la loi. Et moi, Clément Mirassa, j'ai introduit un recours à la Cour constitutionnelle où on m'a donné raison. La loi qu'ils avaient prise a été amendée, mais depuis que cette loi a été amendée, personne ne fait de déclaration. Dans tous les cas, Christian, lorsque tu as pris fonction comme président de la République en avril 2021, comment tu vas, puisque la loi dit qu'il faut que tu fasses la déclaration au moment de la prise de fonction. Maintenant, tu fais cette déclaration comment? Donc, le PCT et le président de la République se retrouvent dans une situation difficile vis-à-vis. Et les gens sont en train d'utiliser la ruse, ils sont en train de fomenter un certain nombre de choses pour voir comment sortir de cette situation. Le président de la République est président du Parti congolais du travail. Et la question qu'on peut leur poser est simple, je la pose à Basila. Est-ce que le président du Parti congolais du travail peut organiser des élections libres, démocratiques et transparentes? La réponse de bon sens, c'est non. Donc, Basila, il laisse le champ qui est le sien. Et il est commissaire chargé du suivi de ses recommandations. Depuis 2015, septembre 2015, ça fait 10 ans. Et il a une équipe de 10 personnes à raison de 2 représentants de la majorité présidentielle, 2 représentants de l'opposition, 2 représentants des partis du centre, 2 représentants de la société civile, 2 représentants de l'administration. 11 personnes qui, depuis 10 ans, se tournent les pouces à prendre l'argent de l'État, à ne rien faire. Et ils viennent apparaître comme ça, voilà, comme cheveux dans la soupe. Et c'est là, qu'est-ce qu'ils trouvent comme piste et comme travail? C'est de proposer. Mais c'est un bruit qui a couru. Hein. Au Congo, il ne faut pas se le cacher. Pendant longtemps, il y a une rumeur, il y a un bruit qui a couru, que le pouvoir se proposait de modifier la Constitution. Parce que quand il dit que le président peut nommer, mais en fait, le schéma était clair. C'était fait pour que le président Denis Sassou Nguesso nomme Denis Christelle Sassou Nguesso, qui est noyé dans le complot international qui a été dénoncé par Laurent Sokoko, pour
pour lequel et par des crimes voilà, économiques et financiers aussi. Mais c'est là que ça paraît quand même, pardon Clément Mirassa, c'est là que ça paraît un peu curieux lorsque Dominique Bassé l'a dit, le vice-président, c'est-à-dire le candidat président peut nommer, parce qu'il disposera des pouvoirs discrétionnaires, il peut nommer son vice-président lui-même, voilà, sans en demander l'approbation du parti. C'est quand même bizarre. Ailleurs, partout ailleurs dans le monde, qu'est-ce qu'on a constaté lorsqu'il s'agit évidemment de nommer un vice-président, c'est le parti qui s'en occupe. Or là, on veut nous faire comprendre que le candidat peut, voilà, désigner son vice-président. Et là, évidemment, ça rejoint ce que vous venez de dire tout à l'heure. En réalité, c'est des choses que les Congolais savaient déjà, puisqu'on parlait déjà d'un poste de vice-président, question de vouloir faire de Denis Christel Sassou Nguesso vice-président. Bon, là encore, je ne sais pas si ça va passer, déjà avec son image qui est bien entamée. Ça, on peut le démontrer, hein, il est toujours cité dans les scandales de corruption, de vol, de détournement, voilà. Il a plus de 2000 milliards de francs CFA qu'il a volés au Congo et planqués dans les paradis fiscaux. Ça, on peut le démontrer pour ceux qui veulent des preuves, comme puisque c'est la question qui revient souvent. Et donc, lorsque Dominique Basseyla parle d'un vice-président qui sera désigné par le candidat à la présidence, est-ce que ça veut dire que finalement, ils ont déjà tout scellé, comme ça se passe généralement au Congo, et puis ils viennent comme ça à la télé pour juste, voilà, distraire les Congolais, parce que bon, après, on dira oui, on avait communiqué dessus, mais en fait, ils ont déjà tout scellé. Et que d'ici là, on sera surpris que la Constitution a été révisée. Mais Christian, il faut poser la question à Dominique Basseyla. D'abord, il faut rappeler à Dominique Basseyla que le changement de Constitution, de la Constitution, de janvier 2002, s'est fait en violation flagrante des lois et règlements de la République, notamment de la Constitution du 20 janvier 2002. Ça s'est fait en violation de la charte de l'Union africaine. Ça s'est fait en violation de la charte africaine de la démocratie des élections, etc. Et je crois que les Congolais, il faut toujours le leur rappeler, c'est le président Mamadi Doumbouya de la Guinée qui, lors de la 78e session des Nations Unies, a brossé la situation en disant que le putschiste, ce n'est pas seulement celui qui prend l'arme pour déposer un régime, que le putschiste les plus nombreux, ce sont ceux qui tripatouillent la Constitution pour demeurer éternellement au pouvoir. Et nous sommes dans ce cas au niveau du Congo. Donc, le message qu'on devrait... Bon, mais pendant que vous le dites, Clément Mirassa, il faut peut-être rappeler que ce sulfureux juriste Dominique Basseyla est parmi les rédacteurs de la Constitution de 2002. Et le même est parmi ceux qui ont proposé la violation de cette Constitution avec tout ce que nous connaissons, ce qui s'est passé, comment on a massacré, voilà. On a massacré les jeunes congolais qui ne demandaient que, voilà, qui s'opposaient à cette violation de la Constitution, coup d'État constitutionnel. Et aujourd'hui, Basseyla ressort, voilà, de son silence, pour venir dire désormais, écoutez, il faut encore réviser, il faut réviser la Constitution. Et vous avez dit tout à l'heure, finalement, toutes les fois que Denis Sassou Nguesso se retrouve en difficulté, il faut modifier les constitutions. De temps à autre, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et nous savons, la suite, ça sera quoi? Après, il y aura mort d'homme. Après, c'est la terreur. C'est ce à quoi Dominique Basseyla veut encore amener les Congolais. Mais Christian, tu relèves bien que Dominique Basseyla est l'un des rédacteurs de la Constitution actuelle. Bon, mais pourquoi n'en fait-il pas l'évaluation? Pourquoi il ne prend pas le courage d'écrire lors de ses points de presse que le président Denis Sassou Nguesso n'a jamais déclaré son patrimoine, tant par rapport à la Constitution du 20 janvier 2002 que par rapport à la Constitution du 25 octobre 2015. Pourquoi dans son argumentation, il ne fait pas apparaître que conformément à l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution, le président de la République ne peut occuper aucune responsabilité dans un parti politique et constater de ce fait que le fait que le président de la République est président du Parti congolais du travail
C'était des éléments qui perturbent la paix au Congo. Et quand on continue, Christian, pourquoi Dominique Bassila, qui est chargé du suivi de toutes ces recommandations, pourquoi il ne signale pas à l'opinion congolaise que le PCT n'est pas en conformité avec la loi et que si on reste sur le terrain du droit, je ne suis pas juriste, mais si on reste sur le terrain du droit, le PCT doit être sanctionné. Pas aurait dû être sanctionné, doit être sanctionné. Mais vous avez parlé tout à l'heure du meeting que le PCT prépare. On est dans quel pays? Et je me rappelle d'une déclaration qu'une personnalité politique a déclarée à l'issue de la concertation de Madimou quand on lui a demandé si elle allait être candidate à l'élection présidentielle. Et la personnalité avait tout simplement dit, après avoir pris part à la concertation de Madimou, avait dit, on ne peut pas aller à une élection dont les résultats sont connus d'avance. Et moi, je souhaite que Dominique Bassila approfondisse sa réflexion sur le fait que le Congo n'est pas une démocratie. Oui, mais c'est que lui, il semble mettre au devant de son argumentaire, non, c'est pour garantir la paix, alors que là, on constate que c'est lui qui commence à souffler sur les braises. Mais Christian, les théories ont commencé. Il y a une théorie qui sort. Je reçois régulièrement des messages et tout ça. C'est maintenant de vivre ensemble. Et je suis interpellé pour ça. Mais quand on monte des complots contre des adversaires politiques, est-ce qu'on peut bien vivre ensemble? Lorsqu'on mijote les assassinats de ceux qui ne partagent pas votre point de vue, pas parce qu'ils ont posé un quelconque acte délictueux, mais parce qu'ils vous dérangent du point de vue de l'argumentation, est-ce qu'on peut vivre ensemble? Lorsqu'on protège les voleurs, les corrupteurs, qui sont devenus extrêmement puissants en termes d'argent, est-ce qu'on peut vivre ensemble? Quand on plonge les Congolais dans la misère, c'est pour ça que la question que je pose à Dominique Bassila, elle est simple. Plus de 60 ans après notre indépendance, nous n'avons pas d'eau et d'électricité parce que dans toutes les constitutions, il n'y avait pas de... À une époque donnée, le Dilema était vice-président. Mais pourquoi aujourd'hui? Est-ce que c'est ce fait? Mais la mauvaise gouvernance du Parti congolais du travail, l'échec catastrophique du président Denis Sassou Nguesso, qui est constaté par tous aujourd'hui. C'est la catastrophe. Le bilan, il est connu de tout le monde maintenant. C'est vrai qu'il y en a qui menacent pour dire qu'ils vont sortir. Mais le bilan du président Sassou Nguesso, il est négatif. Et il suffit de prendre quelques slogans. Autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Le plan quinquennal 82-86 avait pour principal objectif la mise en place d'un puissant secteur hors pétrole pour la diversification économique. Nous sommes en 2025. Où en sommes-nous? 40 ans après. Où en sommes-nous? Alors donc, si j'ai bien compris, pour Dominique Bassila, c'est plutôt la révision de la Constitution qui le préoccupe. C'est le regroupement des partis en 3 blocs, la création du poste de vice-présidence. Et c'est ça qui va régler la crise au Congo-Brazzaville, comme vous venez de l'amorcer. Là, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, la santé, on sait ce que ça donne. Les hôpitaux sont en grève. Les enseignants, certains enseignants en grève, ça ne marche pas. Plus rien ne marche. Le réseau routier est délabré, totalement délabré. Aujourd'hui, on n'a pas voulu vous montrer ces images qui sont tellement choquantes et qui déshonorent en fait le Congo-Brazzaville. Tout ça, Dominique Bassila ne voit pas. Lui, ce qui le préoccupe, c'est le maintien au pouvoir, coûte que coûte, à tous les prix. Il faut motiver. Il faut comprendre la philosophie. Pour continuer. Il faut comprendre la philosophie. Se battre pour maintenir Denis Sassou Nguesso dans sa position, en dépit du bilan catastrophique. J'ai suivi une partie de la communication du jeune Dave Mafoula sur le bilan qu'il a fait. J'ai suivi également les réactions. Mais il ne faut pas que les Congolais croient qu'ils vont faire perdre aux Congolais. Le président Denis Sassou Nguesso a échoué. Les indicateurs économiques, macroéconomiques sont là. Son propre fils a déclaré devant le président Dos Santos que les pays ne marchent pas. Mon père ne travaille pas bien. Les Congolais ne l'aiment pas.
C'est pas un membre du bureau politique du parti. Et il n'y a pas longtemps, à une réunion de la Société financière internationale, ben, il a répété s'agissant du plan national de développement. Il a pratiquement épinglé le fait que ça ne marchait pas. Mais Denis Christel Sassou Nguesso n'a pas une responsabilité dans le fait que ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'on a fait? On vient de faire... Oui, mais le problème, c'est que tous ceux qui disent que ça ne marche pas sont devenus les cibles du Parti congolais du travail. Là, Dave Mafoula vient de faire une sortie où il a mais vraiment décortiqué, voilà, dénoncé cette gestion chaotique. Et pas plus tard que hier, je crois, ou avant-hier, on a vu comment, je ne sais pas si Christian, ils ont commencé à taper sur Dave Mafoula pour voilà, le traiter de tout. Christian, oui, je suis statisticien. Le bilan du président Sassou peut être fait à partir de quelques chiffres. Prenons l'indice de pertes, 22 sur 100 du Congo, classé parmi les pays les plus corrompus du monde, faisant partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Prenons l'indice de démocratie, 2,79 sur 10, classant le Congo comme pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Prenons l'endettement, prenons les critères de surveillance multilatérale au niveau de la CEMAC. Prenons rien que le surendettement. Mais vous savez bien qu'en décembre 2023, nous étions pratiquement à un endettement de 100% du PIB, alors que la norme communautaire de la CEMAC est de 70%. Donc, j'invite les Congolais qui veulent faire le bilan du président Sassou, qu'ils ne le fassent pas toujours de façon littéraire, qu'ils s'appuient sur les chiffres. Et aujourd'hui, ben, vous avez les retraités. Oui, mais ces institutions-là qui font ce bilan, qui présentent ce bilan négatif, j'allais dire chaotique, c'est bizarre que le PCT ne s'en prend jamais à ces institutions. C'est devenu une affaire de règlement de compte au Congo, surtout ceux qui sont encore sur place. Dès lors que vous commencez à dénoncer ce bilan ou à le présenter, vous devenez une cible automatiquement, voilà. On est reparti dans le monopartisme finalement. Mais pourquoi sur leurs affiches du meeting du 5 février, ils parlent du 5 février 79? Mais il y a eu la conférence nationale qui a fait le bilan de la gestion de Denis Sassou Nguesso. Parlons-en, puisque la conférence nationale de 1991 avait fait table rase. On est passé au multipartisme, démocratie entre guillemets, selon eux-mêmes. Et voilà. Aujourd'hui, comme par hasard, il parle de la célébration, la journée du 5 février de 1979, donc l'anniversaire de l'accession de Denis Sassou Nguesso, la première accession de Denis Sassou Nguesso au pouvoir par coup d'État. Et c'est ça qu'on est en train de célébrer. Est-ce que c'est une façon de dire aux Congolais que, faites ce que vous voulez, mais pour nous, le pouvoir, c'est toujours au bout du fusil? Non, mais j'ai suivi le jeune qui s'est attaqué à Dave Mafoula. Mais ils disent que 2026 devrait être la consécration de Denis Sassou Nguesso. Et moi, je dis... De quoi en quoi, concrètement? Il y a des appellations, mais la patriarche, je ne sais quoi, tout en relevant que nous n'avons pas atteint l'émergence en 2025 et que nous sommes très, très loin de l'atteindre. Mais en fait, c'est le Congo. En fait, Christian, le système politique congolais est basé sur le fait qu'il faut protéger un homme pour que cet homme les protège, tellement ils sont impliqués dans les scandales économiques et financiers. Ils sont impliqués dans la mauvaise gouvernance. Ils sont impliqués dans tout ce qui a conduit. Mais Christian, pose-toi la question. Depuis le 28 novembre 2024, le président de la République a parlé de ce que 6 milliards se dissipaient sans jamais laisser de traces. Où en est l'étude, où en est l'enquête administrative de Colline Makosso? Mais même si Colline Makosso devait parler de l'enquête, pourquoi il n'a pas fait l'enquête administrative sur le FICA? Pourquoi on ne fait pas l'enquête administrative sur les 14 000 milliards après que le président de la République ait annoncé lui-même qu'il y aura un audit qui sera fait chaque année et qui sera rendu public? Pourquoi depuis 2006, aucun audit ne se fait? Prenons le GUP et le CUT, mais qu'on nous fasse l'audit du GUP, parce qu'on se rend compte que le GUP héberge beaucoup
des scandales, de crimes, des scandaleux crimes économiques et financiers, et que si on fait correctement par un cabinet indépendant de réputation internationale, si on fait l'audit de ce compte, je t'assure, Christian, je suis convaincu qu'on va en découvrir des choses et des choses. Déjà, vous avez rien que l'élément du directeur général des impôts qui s'est permis de saisir le directeur général de la Banque postale pour une transaction couvrant 2 milliards. Et on peut se poser beaucoup de questions. Et c'est là où on se posait la question, comment par simple note comme ça, un directeur général, soit-il des impôts ou je ne sais de quoi, peut ordonner voilà, le décaissement de 2 milliards de francs CFA. 2 milliards. Et c'est exécuté. Voilà. Ça, c'est lui. Après, si on commence à fouiner un peu partout, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça sera vraiment scandaleux. Clément Mirassa, nous sommes à la fin de notre émission. Je vous laisse les quelques secondes qui nous restent pour conclure. Et puis, nous allons quitter nos téléspectateurs sous cet élément de témoignage sur l'origine, bien sûr, du génocide à l'est de la RDC. Bon, Christian, je vais commencer par un élément au plan interne, parce que je vois les gens s'agiter à Zanaga, on demande que le président Sassou soit candidat en 2026, etc. Mais il faut qu'on sache que tout ça se fait en violation flagrante des lois et règlements de la République. Le PCT, Parti congolais du travail au pouvoir, n'est pas en conformité avec la loi. Le président de la République est en situation manifeste et délicate d'incompatibilité constitutionnelle. Le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail et le Parti congolais du travail ne peut pas, le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser une élection libre, démocratique et transparente. Alors, ça me fait sourire quand je vois beaucoup de personnalités politiques parler d'élections apaisées, etc. Est-ce que vous pouvez avoir une élection apaisée dès lors que vos propres gouvernants ne sont pas capables de respecter la Constitution qui est la loi fondamentale? Et je rappelle, Christian, à ce propos, ce que Laurent Gbagbo a déclaré. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Et quand on est démocrate, évidemment, on est dictateur. Maintenant, je vais aller à l'autre volet qui m'intéresse. Mais d'ailleurs, lui-même, le tyran Sassou Nguesso disait quand la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas accepter. Je te remercie pour ce rappel. Maintenant, je vais au point essentiel, c'est celui de la situation qui nous préoccupe, qui est celle de la République démocratique du Congo, qui vit une agression terrible, où il y a des pertes, des millions de vies des Congolais. Il y a beaucoup de déplacés qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, tout simplement parce qu'on a le malheur d'être dans une zone extrêmement riche en minerais et que tout le monde se bat pour s'approprier ces minerais. J'ai même été frappé par quelque chose que j'ai lu sur les réseaux. C'est quelqu'un qui se félicitait la démarche Tutsi d'avoir agi comme cela en direction de Goma, parce que ça va permettre de redéfinir les frontières coloniales, parce que celles qui ont été mises en place n'ont pas été justes. Mais je viens pour dire, encore une fois, Christian, je m'incline devant la mémoire des nombreuses victimes qui sont tombées, qui ont perdu leur vie dans des conditions parfois difficiles. Et je sais que dans la plupart des cas, c'est des innocents. Mais il faut que le peuple de la RDC, de la République démocratique du Congo, sache que le peuple du Congo-Brazzaville compatit avec lui. Et nous souffrons dans nos chairs de vivre ce que la RDC est en train de vivre présentement. Nous sommes très heureux que la communauté internationale ait condamné cette agression. Mais nous sommes aussi surpris que la Voix du Congo, qui joue, semble-t-il, un rôle important dans les grandes médiations internationales, surtout en Afrique, que la Voix du Congo ne soit pas entendue. Mais plus grave, Christian, je ne sais pas si les Congolais ont constaté. On n'en parle même pas lors des éditions du grand journal télévisé de 20 heures. On ne parle même pas de la situation en RDC. Ce qui veut dire qu'on est dans un carcan où on prive même les Congolais de l'information, de l'analyse. L'information qui doit être neutre, qui ne doit pas prendre parti et qui doit permettre d'avancer. Nous avons choisi. Ça veut dire que le Congo a choisi son camp. C'est ce que ça veut dire. Et c'est dommage de se retrouver dans... Nous avons choisi très tôt
de faire des analyses. Même lorsque nous n'avions pas des accords sur la situation, des accords qui ont été signés en 2021, en 2022 entre le Congo et le Rwanda. Nous disons que les Congolais doivent se battre. Cette terre que nos ancêtres nous ont cédée, nous ne devons nullement la céder. Et je suis très heureux d'apprendre aux Congolais que l'autorisation express qui avait été allouée au niveau de Yamba, elle devrait être révoquée. Que toutes les autorisations d'occuper qui avaient été allouées pour une durée de 2 ans doivent être déclarées caduques. Et nous ferons les démarches par écrit auprès du Premier ministre pour le sensibiliser et l'amener à prendre ces dispositions. Maintenant, pour le reste, nous disons aux Congolais, nous avons eu raison de dire non à la vente de nos terres, non à la cession de nos terres sous quelque forme que ce soit, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Mais le combat n'est pas fini. Parce que vous avez entendu l'ambassadeur rwandais se vanter de ce qu'on va produire des produits made in Congo à Maluku. Mais sachez que les Congolais sachent qu'ils ne se trompent pas. À Maluku, c'est une structure appartenant à la nomenclature militaire rwandaise. Donc, il y a de fortes chances que les travailleurs qui seront utilisés dans les chantiers, s'il en existait rwandais, que ce soit des militaires qui sont là, en fait, pour encercler le Congo du côté de la RDC, du côté de l'Ouest, et permettre une attaque. Et ça, nous ne l'acceptons pas. C'est pour ça que nous avons essayé de lire dans l'accord militaire, nous avons lu l'article 2 qui parle d'échange d'informations. Et nous conseillons vivement à nos gouvernants de ne pas rentrer dans cette vision. Par la suite, nous avons regardé l'article 10 qui parle de la force majeure et qui dit que dans le cas des événements comme la guerre, évidemment, les deux parties doivent se retrouver pour voir si les accords doivent être résiliés. Cet accord de coopération militaire et de coopération militaire et technique, qui n'a pas encore reçu l'autorisation, doit être résilié. Et le gouvernement doit tirer les leçons de ce qui se passe et savoir que les Congolais entendent entretenir avec la RDC, avec les citoyens de la RDC, les relations séculaires, les relations historiques qui nous ont toujours caractérisés. Et nous ne ferons rien pour reculer. Donc, Christian, c'est sûr, c'est bon. Et je te remercie de m'avoir donné encore la question, la possibilité. Merci Clément Mirassa d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. Comme je l'annonçais d'entrée du jeu, nous allons quitter nos internautes sur le témoignage de Jean-Pierre Mumba Etumba, un des premiers opposants au maréchal Mobutu Sese Seko du Zaïre. Ils vont se réconcilier en mars 1980 à Bruxelles. Ils témoignent donc sur l'origine du génocide à l'est de la RDC, un drame qui, selon lui, serait évidemment la conséquence des accords de cession des terres de la RDC, à l'époque le Zaïre, au Rwanda. Voilà aujourd'hui 30 ans de terreur, de massacre, de génocide, vécu par nos frères et voisins de la RDC à cause de ces accords. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. N'oubliez surtout pas de partager, de commenter et de liker. Merci. Laurent Désiré Kabila, tant que vous avez AFDEL, AFDEL a compris Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzanie, Zimbabwe, Angola. Alors, dès qu'on recrute, c'est une révolution à AFDEL na Congo ya Lumumba. Et c'est la révolution lumumbiste. Parce qu'on a laissé passer pourquoi t'as facilement partout dans ma province. Alors, il fallait trouver un grand leader lumumbiste connu dans le monde entier. Et c'était Laurent Désiré Kabila, Guizeng Antoine et François Lumumba. Alors, Guizeng Antoine a déjà eu la conférence nationale souveraine. François Lumumba a eu la conférence nationale souveraine. Et tu as dit que Guizeng a eu Kabila a eu sérieux. Baké ko joie ezaki na Kampala. Baye na yepuna. Baké ko faire signer un accord. OK, il faut céder 300 km². A signer qui accord wana na hôtel Le Mera na Goma. Babine tango ko remplacer Mobutu pour zo commission ozo remplacer Mobutu pour céder biso yé pa ndimaki. Tango ba komia wana Kinshasa
Fidel Côté a commis la Kinshasa, a commis président de la République, a remplacé Mobutu, il y a des parce que vous devez être le Kanaki, il y a aussi une commission, il y a une mission bloc on a vu. Abi na bango abi mais na signé qui en tant que rebelle. Je n'engageais pas les Zaïre. Mobutu était au pouvoir. Ma cour diplomatique là, ils allaient qui wana. Ma signature est caduque. Nous on a pour ça les angoté. Voilà place Oyo. Bazwa qui décision à kobomaye physiquement. Bazwa qui décision à kobomaye pour na likamboana. Yena Mobutu bakufi pour la même cause. Mobutu a beau posséder pétrole. Yepé a beau posséder pétrole. Bango yo surtout bazaki n'école ya Lumumba. Lumumba le baki na bango atana kufi ligne de conduite yango côté kamboka te. Kufa mais côté kamboka te. Mobutu a préféré ki akufa a te kimboka te. Laurent Désiré Kabila a préféré ki akufa a te kimboka te. Pour ça bango mi balé moko asenda kandi azap toné na pouvoir tilelo. Détruire le pouvoir tilelo. Alors lelo yo pétrole wana ezali exploité na Rwanda na Uganda. Ezali exploité. Bako sala pipeline la Alberti que le Dar es Salaam. Hein? Pétrole na biso. Il faut te fungola biso. Et ça ba pétrole na biso. Na Rwanda eloko moko ezati na laki Kivu, côté wana rien. Na Uganda la Albert la que doit na rive eloko moko ezati nyo saison uta na rive na biso ya biso ya Congo, pétrole na biso. To telemelango. To telemelango. Il faut to landelango. Babomi Mobutu pour na pétrole wana. Babomi Kabila, Laurent Désiré Kabila pour na pétrole wana.